Donc ça fait effectivement, enfin, ça fait une quinzaine d'années maintenant que je travaille sur la police. Et mon angle initial, ce sont vraiment les relations police-population. Euh, pour travailler sur tout ce qui touche justement au contrôle d'identité, aux mesures de rapprochement entre la police et la population, que ce soit en France ou aux États-Unis, sur la mesure de la performance de la police. Avec Emmanuel, tu as un peu parlé culture du chiffre, politique du chiffre dans le débat précédent, et c'est quelque chose, c'est vraiment une chose sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Et puis, plus généralement, je me suis intéressé au travail de la police sur la voie publique, étant entendu que vraiment ma priorité, mon principal point de focalisation, c'est la police dite de voie publique. Je travaille pas tellement sur, même pas du tout sur les grandes enquêtes ou les grandes unités d'investigation. Là encore, c'est la différence par rapport à l'intervention précédente. On est sur justement des unités de police qui travaillent sur des gros réseaux, des gros trafiquants. Moi, j'approche plutôt les choses par le bas, sans que ce soit péjoratif, hein, évidemment, ce que je dis, mais à travers les policiers, de police secours, de BAC, ces gens en fait qui sont l'immense majorité des policiers, hein, qui représentent l'immense majorité des policiers. Euh, donc ces personnes qu'on côtoie au quotidien. Et donc, à l'occasion de ces différents travaux que j'ai pu mener, bah, j'ai régulièrement accompagné les policiers sur la voie publique. J'ai accompagné des équipages de police secours, de BAC, de VTT et autres unités spécialisées dans des quartiers en région parisienne, en région lyonnaise, en région grenobloise, à Strasbourg. Et en fait, même si, comme je te le disais en introduction, la question des drogues et du cannabis sont absolument pas un point de préoccupation pour moi. Je veux dire, c'est pas un aspect des politiques publiques sur lesquelles je travaillais. Bah, mine de rien, ça revenait en permanence. Quand tu tournes, en fait, tu passes ne serait-ce qu'une après-midi avec une BAC, tu te rends compte que la question de la drogue, elle est centrale, notamment dans le déclenchement des contrôles d'identité. C'est un motif, je vais y revenir dans un instant, mais que au final, cette espèce de jeu du chat et de la souris entre d'une part la police et d'autre part les petits dealers et éventuellement les consommateurs, c'est quelque chose qui consomme un temps en fait extrêmement important de l'activité de la police, en particulier des unités qui tournent en civil sur la voie publique, donc type BAC ou autre appellation. Je ne vais pas entrer dans les détails sémantiques parce que tout le monde connaît les brigades anticriminalité, mais il y a d'autres unités en civil aussi qui ont des missions assez voisines, qui tournent sur la voie publique. Et donc, ça doit faire un an et demi de ça. J'entre, voilà, je suis présenté au think tank Terra Nova. Moi, j'appartiens pas à Terra Nova, hein. Je n'avais jamais travaillé avec ce think tank avant, et c'est le directeur de mon laboratoire de recherche, Jacques de Maillard, qui me met en relation avec Terra Nova et qui me dit, bah, en fait, ils aimeraient faire quelque chose. Ils aimeraient faire quelque chose sur la police et le cannabis, parce que Terra Nova a fait des publications sur le cannabis, mais tantôt sous l'angle économique, régulation, tantôt sous l'angle opinion publique, que pensent les Français de cette question, mais il y a un peu un angle mort. Et puis bon, alors les questions de santé, elles sont largement traitées par un certain nombre de spécialistes, mais la question police du quotidien, c'est un peu un angle mort, et il faudrait bosser dessus. Donc j'ai décidé, bon, j'ai accepté la mission, et donc j'ai décidé de mener un petit terrain de recherche, mais qui est juste venu compléter l'accumulation de connaissances et de données que j'ai pu réaliser depuis le milieu des années 2000. Et j'ai donc interrogé, j'ai fait une grosse vingtaine d'entretiens avec des policiers de tout niveau hiérarchique, et aussi bien d'unités de voie publique que d'unités d'investigation. Hein, pour que tout soit clair pour tout le monde, quand je parle d'unité de voie publique, pour dire ça, les choses très simplement, c'est la patrouille. C'est les gens qui patrouillent dans la rue. Les unités d'investigation, bah, c'est les gens qui font les enquêtes une fois qu'une infraction a été commise, ou pour, par exemple, justement démanteler un réseau ou comment dire, ou un trafic. Euh, donc le but, c'était un peu de donner la parole aux gens, comme on dit déjà, aux premiers de cordée ou aux travailleurs de première ligne, enfin peu importe, mais ces gens qui en réalité travaillent au quotidien sur ces questions-là, parce que on entend énormément de discours politiques.
bon, la preuve nous en a été donnée il y a moins de 24 heures de cela, avec énormément de déclarations de principe, d'incantations, parfois, voire souvent de contre-vérités. Et je voulais donner un peu, là, c'est très démago de dire ça, mais je voulais donner la parole au terrain en fait. Euh, bon, au final, de manière synthétique, il y a 5 grands points que j'ai dégagés de ces entretiens, donc de ces échanges avec des policiers. Premier point, déjà, ça a peut-être été dit dans d'autres interventions, hein, et j'en suis désolé si je répète des évidences, mais il y a une mutation très nette des trafics, déjà, qui est observée. Quand je parle de mutation, c'est qu'en réalité, euh, elle accompagne, elle est en parallèle à la mutation plus générale de notre économie et de notre marché, en fait, de notre commerce. C'est la dématérialisation, en fait. C'est que tu as aujourd'hui des deals qui se font par messagerie sécurisée, par Snapchat. En gros, ouais, voilà, exactement. C'est ton téléphone portable aujourd'hui qui, à l'instar de la commande de repas ou la livraison de courses à domicile, fait office d'instrument de commande de stupéfiants. Avec également des systèmes de livraison en euros motorisés. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, ça rend le travail de la police extrêmement compliqué. Surveiller les messageries sécurisées, c'est pas facile, c'est même très complexe. Filocher un scooter qui fait une livraison, c'est également extrêmement compliqué. Et bon, c'est des gens bien placés dans la hiérarchie policière et dans des unités très spécialisées qui m'ont parlé de ça. Donc tu es dans cette situation où tu as toujours des territoires qui sont très fortement marqués par les trafics. Et j'ai oublié de le préciser, c'est que le point de départ de Terra Nova, la raison pour laquelle Terra Nova veut travailler là-dessus et voilà, il me propose la réalisation de cette étude, c'est que pour eux, il y a aussi une question d'égalité républicaine. C'est de dire, il y a des quartiers complètement laissés à l'abandon aujourd'hui, qui sont marqués par les trafics, des territoires qui sont très fortement contrôlés par les trafics, et que la politique répressive, elle est un peu dans une impasse, et que au fond, c'est aussi un enjeu d'égalité républicaine que de trouver des solutions alternatives à cette impasse dans laquelle on est aujourd'hui. Voilà, parenthèse fermée. Donc, je disais, situation où tu as d'un côté des trafics physiques très installés dans des quartiers avec toutes les nuisances que cela peut occasionner, et donc une demande sociale qui est très forte, hein, parfois de démantèlement de ces trafics, et d'autre part des trafics qui sont dématérialisés et qui par ailleurs vont plutôt se diriger vers des populations plus aisées, même si c'est pas un aspect que j'ai spécialement étudié, mais c'est quelque chose qu'on peut assez aisément imaginer. Deuxième point, et qui pour moi est vraiment très important, euh, c'est que de facto, ça sont des observations que j'ai menées moi-même, hein, le cannabis il est dépénalisé par les policiers dans les grands centres urbains. Et je m'explique. C'est que, de manière encore une fois très paradoxale, les stupes, c'est un motif de contrôle. Les flics voient un jeune qui fume du shit, ils se disent, bah parfait, on a un cadre juridique pour faire un contrôle d'identité, on y va. Sauf que si la seule chose qui est trouvée, c'est le joint en question, et que le jeune, il se comporte bien, il n'a pas de fiche de recherche, il n'a aucun objet dangereux sur lui, les policiers disent, bon, on balance, allez, on met ça à la poubelle, on te laisse tranquille, ne fume plus ça sur la voie publique. Voire parfois disent, laisse le produit, ils disent, bon, va fumer ça ailleurs, fais pas ça sur la voie publique. Et il peut y avoir plusieurs raisons, et c'est le point suivant. Il peut y avoir plusieurs raisons à ça. D'une manière générale, c'est tout simplement que pourquoi je parle de grands centres urbains, tu as des départements où il y a une telle activité policière et judiciaire que les magistrats, de toute façon, ne poursuivent jamais une simple détention de cannabis. Sauf si tu es multiréitérant ou que tu accumules d'autres infractions. Mais, ou encore une fois, que tu as été pénible pendant le contrôle, là on va te ramener et puis on va expliquer au procureur que ce serait bien de poursuivre la personne parce que elle était très récalcitrante pendant le contrôle. Mais globalement, on se dit ça sert à rien parce que la personne au maximum aura un rappel à la loi. Donc on va pas se fatiguer à ramener l'individu au poste. Et donc j'en viens au troisième point qui est un peu justement la perception par les policiers de cette pénalisation ou d'une éventuelle dépénalisation. Et de manière très schématique,
on peut déceler deux tendances principales. Sans que je peux pas te donner une proportion statistique, mathématique. Je dirais que la première tendance que je vais donner est majoritaire. Je suis pas en mesure de dire dans quelle proportion. Mais il y a globalement plutôt majoritairement une réticence à dépénaliser. Pour des raisons qui peuvent être très diverses. Euh, Tu as parfois la tendance, qui consiste à dire, qui est un peu la tendance Gérald Darmanin, qui est de dire la drogue c'est de la merde, et donc moralement c'est pas acceptable de légaliser ce produit. Voilà, exactement. La loi c'est la loi, force de rester à la loi, comme dit l'expression policière. D'autres vont plutôt être sur une anticipation de problèmes plus graves. Dire, ok, on dépénalise, moi je m'en fiche au fond que quelqu'un fume du shit, mais ça va créer des problèmes plus graves. C'est que les trafiquants, on va assécher les trafiquants en question, ils vont se rabattre sur la délinquance violente. Alors, cet argument, on peut le discuter, voire le démonter, mais il est très très puissant au sein de la police. Il est très très fort. Ils vont se rabattre sur des attaques à main armée si on les prive de leurs revenus, et d'une manière générale, le trafic de stupes, c'est une manière d'acheter la paix sociale dans certains quartiers. Donc autant maintenir ce statu quo qui est un peu merdique, mais qui au moins fait que certains quartiers n'explosent pas. Et face à ça, tu as une posture plutôt minoritaire, mais quand même significative, avec un effet générationnel qui me semble assez déterminant, qui consiste à dire, mais au fond, c'est complètement hypocrite. Moi-même, j'ai fumé quand j'étais jeune, ou j'ai des potes ou des amis, ou des proches dans ma famille qui fument. Moi, mon job, c'est de rendre les rues plus sûres. En quoi un gamin qui fume du shit dans la rue est dangereux, en fait. Bon, ça, ça, j'ai pu l'entendre de policiers de tout rang et de tout type d'unité. Euh, En tout état de cause, c'est le quatrième point, il y a un sentiment de vider l'océan avec une cuillère. Il y a ce sentiment que, aussi bien côté investigation que côté voie publique. J'explique encore une fois. Euh, Côté voie publique, leur logique à eux, la logique des policiers qui sont en patrouille, c'est d'atténuer les nuisances qui sont générées par les trafics. Souvent, en fait, ils ont des appels des riverains qui disent, bon, il y a un groupe de gens en bas de chez moi qui deal, ils font du bruit, ils balancent des trucs par terre, j'en ai marre. Et donc, très souvent, ce qui arrive, c'est que les policiers arrivent sur place, ils contrôlent, ils dispersent éventuellement, ils peuvent verbaliser une infraction, ils repartent. 10 minutes, une demi-heure, une heure plus tard, le point de deal est réinstallé en fait. Il y a pas du tout d'effet de long terme. Bien sûr. Côté investigation, et ça c'est quelque chose que Emmanuel a bien expliqué dans son intervention tout à l'heure, et il est plus qualifié que moi en fait pour parler de cet aspect-là. Mais j'ai un gros ponte des stupes d'une grande ville française qui m'a dit, moi je sais très bien que quand je tape un go fast sur l'autoroute et que je saisis X dizaines de kilos, ça ne va strictement rien changer en fait au trafic. Il va pas y avoir de rupture d'approvisionnement, ou s'il y en a une, elle va être extrêmement brève. Et au final, faire tomber un réseau, faire tomber un trafic, ça peut atténuer l'offre pendant quelques heures ou peut-être quelques jours, mais la nature a horreur du vide, et très rapidement, il va y avoir d'autres dealers qui vont s'installer à la place, ou c'est avec le même réseau, mais qui va très vite recruter d'autres gamins qui vont faire, enfin bon, vous connaissez ça, le chouf, la vente, enfin, qui vont se prendre les différents petits rôles spécialisés dans cette chaîne de travail, et on a on a au final pas résolu grand-chose. Et le cinquième point, euh, et après je conclurai rapidement, et j'imagine qu'on prendra des questions, enfin j'espère qu'il y en aura en tout cas. Cinquième point, c'est que il y a des inégalités territoriales qui sont extrêmement importantes entre les parquets. Là encore, pour comprendre le déroulement de ce qu'on appelle, enfin le fonctionnement de ce qu'on appelle la chaîne pénale. La première ligne, je dirais, ou le premier maillon de cette chaîne, c'est la police sur la voie publique. Et la police sur la voie publique, comme je le disais tout à l'heure, elle peut contrôler quelqu'un avec du produit, et elle peut décider ou non d'interpeller cette personne. Je suis pas en mesure, et personne n'est en mesure de dire quelle est la proportion de personnes contrôlées avec du cannabis
qui en réalité sont relâchés, enfin, ou ne sont plutôt pas interpellés par la police. C'est impossible à mesurer. En fait, il faudrait tourner avec toutes les patrouilles de France, ou au moins faire un échantillon entre guillemets représentatif et essayer de faire une comptabilisation sur une vacation de combien de gens ils contrôlent avec du stup et combien de gens ils relâchent. C'est pas demain la veille qu'on va convaincre la police d'autoriser une recherche de ce type, de laisser entraîner des gens comme moi pour qu'ils mesurent ce type de choses. Pourtant, ce serait passionnant, hein. Et là, on aurait des résultats utiles pour l'action publique. C'est aussi ça qui manque. Pardon, en revanche, ce qu'on est capable de dire, c'est la proportion de gens interpellés par la police qui sont ensuite poursuivis par le parquet. Parce que l'étape suivante de la chaîne, c'est la police interpelle, elle ramène la personne au poste, et à ce moment-là, on avise le parquet. Hein, l'officier de police judiciaire, il appelle le parquet, il dit, bon ben voilà, j'ai l'individu bidule qui a été interpellé pour détention et usage de stupéfiants, qu'est-ce qu'on fait? Et là, ce que tu vois, mais ça, c'est pas une surprise, c'est juste que ça, pour le coup, je suis parvenu à l'objectiver. Tu as des disparités énormes entre les départements. Parce que ce que j'ai pas indiqué, c'est que j'ai également parlé avec quelques personnes de l'institution judiciaire, donc président de juridiction, parquet. J'ai parlé également à un fonctionnaire d'un SPIP, donc les services probation, je vais y D'insertion. arriver, et d'insertion, D'insertion. voilà, les services pénitentiaires d'insertion et de probation, donc c'est les gens qui suivent en fait les gens pendant ou après leur peine, qui sont chargés en fait de l'application et du suivi des peines. Et l'une de ces personnes m'a donné sous le manteau les 7 départements par département des parquets, des décisions de poursuite des parquets. Et tu constates que en Seine-Saint-Denis, si la police décide de t'interpeller parce que tu as du stup, ce qui encore une fois est pas fréquent, tu as 10% en fait de chance ou de risque, je sais pas comment il faut dire ça, pour que le parquet te poursuive. Le parquet décide en fait d'engager une procédure. Si tu arrives la même chose dans la Manche, la proportion elle monte à 45%. Voilà. Donc, tu as un rapport de 1 à plus de 4, à 4,5 en fait. Là, j'ai pris les deux cas, je crois que c'est les deux cas les plus extrêmes là, dans mes calculs. Alors, je sais plus, j'ai calculé dans tous les départements, parce que je crois que c'est des tableaux de chiffres, avec que je fasse des règles de 4, donc c'est un truc un peu, enfin, pas si fastidieux que ça, mais pour 100 départements, ça commence à devenir long. Mais en tout cas, j'avais trouvé cette disparité assez frappante. Donc voilà ce que je peux dire sur le sujet. Et en tout cas, après, on peut ouvrir le débat et les perspectives, mais on s'aperçoit que il y a beaucoup de temps employé par la police qui sert pas à grand chose. On n'est pas capable de quantifier le temps qui est passé sur des contrôles liés à du stup, mais qui conduisent à rien. On peut quantifier, en revanche, le temps qui est passé par les policiers qui décident d'interpeller un détenteur de stupéfiants. euh, une fois qu'ils ont, comment dire, une fois qu'ils ont décidé de le ramener au poste. Calcul approximatif que j'ai fait, c'est que tu as quelque chose comme 600 000 heures de travail de voie publique qui est consacré en fait au traitement de personnes qui ont été interpellées pour détention de stupes. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque année, les fonctionnaires de police consacrent 600 000 heures au fait d'interpeller un mec qui détient juste du shit, le ramener au poste, et ensuite taper en fait tous les rapports, tous les PV qui sont liés à cette interpellation. Alors, tu dois en fait faire un certain nombre de procédures. Donc, je calculé en moyenne, tu as 100 000 personnes chaque année qui sont interpellées pour ça. En moyenne, tu as 3 personnes dans un équipage public. Donc 3 fois 100 000 égale 300 000. Et en moyenne, ils passent 2 heures. Et ça, c'est ce que j'ai pu recouper en fait avec les policiers. Ils passent 2 heures en fait entre le moment où ils ont interpellé le mec et le moment où ils reviennent sur la voie publique après l'affaire. Donc tu fais 300 000 fois 2, tu arrives à 600 000. Et tout ça pour dire qu'on est dans une forme d'impasse, parce que j'anticipe déjà un contre-argument qui est de dire, bah d'accord, ce que tu es en train de nous dire, ce que tu es en train de nous raconter, bah, c'est que la politique répressive, elle n'est pas appliquée. C'est qu'on critique l'approche répressive, mais en réalité, il n'y a pas d'approche répressive, parce que celle-ci, euh, elle est mise de côté du fait du manque de temps et de moyens. Ok, très bien.
je mets de côté le questionnement moral sur est-ce que ça a vraiment un sens de mettre en tôle des gens qui fument des pétards, mais on va prendre l'argument purement factuel, mathématique. Imagine, il y a quoi 4 millions de personnes, je crois, qui consomment au moins une fois par an, Entre ou je dis une 9, bêtise. entre 900 000 et 5 millions, oui. Ouais, voilà, alors, selon les organisateurs ou selon la police. Alors, mais je crois que c'est 900 000, Ouais, 900 000 quotidiens, voilà, 900 000 voilà, c'est ça, quotidiens quotidien, et était à 4,5, je crois, qui fument au moins une fois par an. occasionnels, c'est Donc, ça. t'imagines si on doit faire passer plus de 4 millions de personnes par le système pénal? Mais enfin, c'est complètement irrationnel en fait. Quand bien même on fait que de la verbalisation, parce que là c'est la nouvelle, comment dire, le nouvel ingrédient magique, c'est l'amende forfaitaire. Mais tu vas mettre une amende à plus de 4 millions de personnes. Enfin, voilà, je veux dire, j'ai un peu de mal à comprendre, enfin à voir la logique. C'est ça me paraît, enfin les deux arguments pour moi se complètent. C'est que certes, tu vas pas dire, oui, il y a X milliers ou centaines de milliers d'excès de vitesse chaque année, on peut pas tous les verbaliser, d'accord, mais quand tu fais un excès de vitesse, tu mets d'autres personnes en danger en fait. Euh, le cannabis, le problème, c'est que c'est un contentieux de masse, c'est une pratique, c'est un comportement de masse, et en plus qui a priori met personne d'autre en danger. Donc en fait, pour moi, les deux arguments cumulés font que j'ai de plus en plus de mal en fait à voir la logique du système. Oui, Voilà. oui, moi aussi, complètement. Mais c'est vrai que effectivement, bah, la réaction de certains syndicats et de Macron, hein, finalement, à ce constat du trop grand nombre d'heures dépensées à des procédures pour des histoires de stupéfiants, ça a été la mise en place de cette contravention, quoi. Mhm. Et c'est vraiment ce qui a motivé aujourd'hui les syndicats et Macron à mettre en place cette contravention, quoi, la volonté de réduire le temps de procédure passé Ouais, sur ces histoires. ouais, Et ouais. Ouais, c'est bah, vrai que c'est... ouais, je Ah peux bah répondre vas-y, quelque chose à ça, hein, si tu veux, hein. Mais je te laisse terminer peut-être. ah, Non, vas-y, c'est je t'en bon. prie. Ouais. Sur l'amende forfaitaire, l'argument il est très logique. Très logique, c'est de dire aujourd'hui c'est pas poursuivi. Comme je le disais, quand tu ramènes au proc, le proc s'en fiche. Donc en verbalisant, en mettant une amende forfaitaire, on a une réaction qui est immédiate et certaine. Sauf que ça aussi, c'est quand même du travail que de remplir voilà, des souches. Enfin, maintenant, c'est dématérialisé, mais ça prend également du temps pour un sens qui me saute pas aux yeux. Là encore, quand je vois euh, les chiffres qui sont affichés, on a le mois dernier, on a fait tant de verbalisation, mais qu'est-ce qu'on a produit en fait? Qu'est-ce qu'on a produit comme résultat en termes de sécurité et en termes de lutte contre les addictions? Je vois pas. Euh, Ensuite, bon, je vais pas argumenter en faveur parce que voilà, on va me reprocher, mais au final, tu acceptes le fait que l'État soit inefficace. Mais toujours est-il que je l'accepte pas, je constate juste. Moi, je fais pas de comment dire, ni d'angélisme, ni de catastrophisme. Je constate un fait. Le taux de recouvrement des amendes sur les stupéfiants, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport du Sénat, hein. Donc, je veux dire, c'est une source plutôt sûre, c'est 23%. Donc, qu'est-ce qu'est-ce que tu fais? Alors déjà, 23%, c'est quand même pas énorme. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas pour augmenter ce taux de recouvrement? Parce qu'une fois que tu as mis une amende et que tu comptes là-dessus pour que ce soit une réponse efficace, derrière, il faut que l'amende elle soit payée. Euh, Elle n'est pas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que soit tu le fais et tu fais en sorte que le taux de recouvrement il soit élevé, et là, je ne sais pas ce qui est fait, soit tu le fais pas, parce que, encore une fois, ça veut dire que c'est du temps perdu, que les policiers vont faire des verbalisations, parce que l'amende, elle n'est pas forcément payée sur le moment. Il faut que la personne elle soit majeure, il faut qu'elle reconnaisse l'infraction. Donc, bref, il y a aussi un Voilà, certain c'est ce nombre que j'allais dire. Il y a effectivement d'obstacles juridiques. tout un tas de conditions en plus qu'il faut Ouais, remplir pour que cette amende puisse être délivrée, ouais. effectivement. Sachant que bon, on est toujours sur cette histoire de répression qui est socialement ciblée. Elle va cibler des gens qui, effectivement, ont tendance à pas remplir en fait ces conditions
pour pouvoir être éligible, si je puis dire, à l'amende. Mm, Donc, tout ça rend la situation effectivement assez absurde. On avait une question, je pense pas que tu aies de la visibilité là-dessus parce que c'est quelque mm. chose qui est assez spécifique, entre guillemets. Je vais te l'afficher. Tac, tac, tac. Quel est l'avis général de la police sur l'autoculture, qui de facto est un moyen de sortir du trafic et de ne pas enrichir des réseaux mafieux? Alors là, vraiment, j'ai aucune visibilité là-dessus. Je suis désolé, désolé petit caillou, le pseudo de la personne. C'est ça. Honnêtement, c'est pas du tout, ça n'a pas du tout été évoqué. Et d'une façon générale, je pense que c'est pas vraiment un sujet pour les policiers. Ce qui les concerne, ce sont les trafics, notamment dans les quartiers. Et avec, encore une fois, cette crainte très très forte que si tu légalises, tu transfères une grosse partie des revenus sur le marché légal, ils n'iront pas sur le marché légal et donc ils risquent de se rabattre sur d'autres types d'activités plus violentes. Bon, là encore, comme tu l'as dit, c'est des arguments qui peuvent se démonter, hein. Je pense que ça, c'est des choses qui relèvent un peu du fantasme et qui ne se Mm. sont pas vérifiées dans les pays qui, pour l'instant, ont procédé à un changement de législation. Et Non, bon, voilà, il y a parce que cette histoire d'aptitude, en fait, qui est absolument pas la même, de détermination. Enfin, vendre de la drogue et aller faire un braquage, prendre du cannabis et aller faire un braquage, ça demande des compétences et même un état d'esprit qui sont complètement différents, en fait, quoi. ouais, on est d'accord. En fait, bon, déjà un premier argument qui concerne les États-Unis, c'est que les États qui ont légalisé n'ont pas connu une explosion de la délinquance violente, ou disons les choses autrement, l'année 2020 a été particulièrement violente aux États-Unis parce qu'il y a une augmentation des homicides, ce qu'on n'a pratiquement pas vu depuis 30 ans en fait. C'est que depuis le début des années 90, au milieu des années 90, on était sur une baisse tendancielle assez spectaculaire en certains cas des homicides. C'est remonté en 2020, mais c'est pas plus remonté dans les États concernés. Il n'y a pas euh, de surreprésentation en fait de la criminalité violente dans les États en question, tout comme il n'y a pas une surmortalité qui serait due à des overdoses, parce que un autre argument c'est les consommateurs ils sont attirés par le côté illégal, si ça devient légal, ils vont basculer vers des drogues dures. Et en fait, t'as pas plus d'overdoses liées aux opioïdes, par exemple dans les États où on a légalisé par rapport aux États qui n'ont pas légalisé. Pour revenir à l'argument du report de délinquance, et notamment du report de violence. Bien sûr que certaines têtes de réseau qui sont dans des activités multiples, y compris de délinquance et de criminalité violente, pourraient se lancer, pourraient en fait renforcer cette présence dans la criminalité violente. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, parce que c'est un sujet sur lequel je travaille en parallèle. Il y a sans doute un truc qu'on va observer et qu'on est déjà en train d'observer, c'est le transfert d'une partie de la délinquance et de la criminalité organisée qui travaillent dans des secteurs comme la drogue, les armes, le proxénétisme, vers le trafic de clopes, qui est un truc qui monte de plus en plus en puissance, parce que le risque de pénal est sans commune mesure inférieur, hein, évidemment. Hein, Bien sûr. c'est un truc sur lequel je bosse en ce moment, et il y a vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qui est en train de se structurer autour en fait de la contrefaçon de cigarettes et de la vente clandestine de clopes liée en fait aux augmentations des prix du tabac. Je ferme cette parenthèse. Maintenant, sur le report de la criminalité vers la criminalité violente. Donc, je te le disais, il y a certaines têtes de trafic qui pourraient le faire, oui, parce qu'elles ont plusieurs compétences, sont très déterminées. Mais ouais, ce sont des propos qui ont été tenus par des personnes aussi diverses qu'un juge d'instruction, un flic de la brigade des stupes et un psychologue, addictologue spécialisé dans les questions de drogue. C'est que pour beaucoup de ces personnes qui sont impliquées dans les trafics, le modèle, c'est pas Scarface. Hein, c'est pas, le modèle, en fait, c'est le modèle de la réussite économique. C'est le modèle de je fais du bise. Alors, on parlait de Sons of Anarchy tout à l'heure. J'imagine que tu es également, enfin, que tu connais et que tu es fan de The Wire, donc sur écoute. Bien évidemment. Bien évidemment. Voilà. Et donc, Proposition Joe, qui est l'un des personnages, qui est l'un des trafiquants dans cette série, dit à plusieurs moments: Buy for a dollar, sell for two. Achète pour un dollar, revends pour deux. Et c'est beaucoup ça, en fait. C'est les capacités à être entrepreneur, à faire du biz, à être malin.
Et ce que d'ailleurs me disait l'une des personnes que je viens de citer, il me disait, faut pas s'étonner du succès de Uber dans les quartiers. C'est que beaucoup en fait de jeunes hommes de ces quartiers, ils deviennent chauffeurs Uber parce que bah, ils ont leur bagnole, ils lancent leur petite auto-entreprise, ils gagnent du fric et il y a cette espèce de modèle de, 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 qui est plus celui de l'entreprise individuelle que de la délinquance violente. Après, je suis pas du tout naïf. Évidemment qu'il y a de la violence autour des trafics. Évidemment qu'il y a des profils violents parmi les trafiquants. Mais on en revient toujours à la même chose en sciences sociales. C'est qu'il n'y a pas un profil unique ou une raison unique. C'est beaucoup plus multifacette que ce que certains discours politiques ou de syndicalistes policiers veulent bien nous dire. Super. Ouais, ouais, je suis un peu plus d'accord avec ça. Oui, c'est vrai que bon, voilà, on a beaucoup de gens qui sont dans le trafic, effectivement, rachètent des petits commerces, que ce soit dans leur quartier ou ailleurs, Mm. investissent de l'argent dans leur pays d'origine pour y développer des entreprises ou des choses comme ça. Exactement. Exactement. Et Alors voilà, après, il y a une part blanchiment. Évidemment, il y a aussi cet aspect-là, mais il y a aussi ce truc de t'as gagné, tu réinvestis, tu investis dans l'économie légale et quelque part, tu essaies aussi de t'acheter une respectabilité en ayant des commerces qui ont pignon sur rue. Et encore une fois, une motivation n'exclut pas l'autre. complètement. Ouais. On a une autre question, mais là encore, enfin, c'est pas du tout ta spécialité. Je pense que tu seras pas en Mm. mesure de répondre. Moi, j'ai un avis là-dessus, mais voilà. Ouais, moi, si, enfin, j'ai un Comme avis, ça. j'ai quelques éléments. Ouais, donc est-ce que je pense qu'une partie de la délinquance pourrait basculer vers le marché légal en cas de légalisation? C'est le but en fait. C'est que l'idée, c'est qu'il y ait un transfert vers l'économie légale parce que le bénéfice, ce serait bah, de faire en sorte qu'il n'y ait plus des commerces dans des cages d'escalier, dans des halls d'immeubles, en bas de tour, là où ça importune les riverains. Et par ailleurs, ce serait aussi un revenu pour l'État, parce que du coup, ce serait taxé et tu aurais une ressource fiscale supplémentaire pour l'autorité publique. Donc ça, c'est le but. Après, il y a plein de questionnements sur, par exemple, est-ce que les gens qui ont un casier avec des faits de délinquance grave, de délinquance par exemple violente, pourront s'installer sur le marché légal? Voilà, la réponse est plutôt non. Moralement, c'est plutôt quelque chose qu'un gouvernement aurait Comme du mal en fait à faire. beaucoup de gens ont du mal à imaginer, Et absolument. voilà, exactement. Et beaucoup de gens auraient du mal à l'imaginer. Encore une fois, ça, je veux dire, ça se comprend complètement. Après, il y a tout un questionnement. Et là, je prends le cas de la Californie, qui est celui que je connais le mieux aux États-Unis. Californie, il y a un problème en fait avec la légalisation, c'est qu'on a mis des barrières à l'entrée qui sont très élevées. Des barrières à l'entrée fiscale, administrative et réglementaire, en fait, qui sont très compliquées à, à mettre en œuvre, à appliquer pour les petits producteurs. Parce que ils ont mis des règles, par exemple, de stockage, des règles d'enregistrement dans l'entreprise, des règles, enfin, c'est très très contraignant. C'est vrai que les petites structures, pour beaucoup, sont restés sur le marché parallèle. Et avec le risque que tu aies des nouveaux entrants qui viennent, on va dire, capturer ce marché-là, alors que c'était pas du tout le leur à la base, et que les acteurs historiques, entre guillemets, donc des petits producteurs non violents qui font leur truc dans le nord de la Californie, là dans Humboldt County, qui est un peu donc c'est tout au nord de la Californie, quasiment à la frontière avec l'Oregon, et il y a toute une zone un peu montagneuse là-bas qui est en fait un énorme point de production, de culture du cannabis. Donc, ça a été créé par les hippies, par des hippies dans les années 60 et ça s'est un peu structuré au fur et à mesure. Et que ces nouveaux entrants, ce soit qui? Bah, soit l'industrie pharmaceutique et que ce soit les géants du tabac qui vont voir en fait un potentiel de développement ou de reconversion. Donc tout l'enjeu, en réalité, c'est de faire en sorte que les barrières d'entrée soient pas trop élevées et qu'il y ait un accompagnement de ces petits producteurs ou petits vendeurs pour qu'ils puissent en fait entrer sur le marché légal, encore une fois avec des conditions par rapport au casier judiciaire, au passé violent, au trafiquant qui a plusieurs règlements de compte à son actif. Évidemment, on laisse pas entrer sur le marché légal une personne, un profil de ce genre-là, quoi. Ouais, complètement.
Complètement, oui, mais voilà, comme tu le dis, c'est vrai que ça reposera déjà d'abord hein, sur la souplesse de la législation. Il faudra qu'elle soit suffisamment souple pour Mm. permettre aux petits producteurs, aux petits acteurs de rejoindre le marché. Mais au-delà de ça, moi, c'est quelque chose que j'appelle de mes voeux, hein. J'aimerais vraiment juste, je pense que en termes de morale, ce serait logique, entre guillemets, que ceux qui étaient les acteurs du business illégal demain trouvent une place dans le business légal demain. Mm. Mais pour différentes raisons, même pour des raisons qui leur sont personnelles, hein, certains n'ont aucunement envie en fait de rejoindre un business légal demain. Mm. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut pas trop se leurrer. Ça pourra se faire, mais ça Complètement. pourra se faire véritablement à la marge, quoi. C'est pas comme ça que ça se passe. Aujourd'hui aussi, en plus, je fréquente pas mal de gens qui ont des ambitions dans le business du cannabis et bien évidemment, ils sortent absolument pas de ces milieux-là ou du Mm. business illégal. C'est des gens qui, Mm. effectivement, sont plutôt, entre guillemets, bien éduqués, qui ont des moyens, qui sont dans une toute autre dynamique que celle du trafic, quoi. Mm. Et donc, ça n'empêche qu'il faut quand même, je pense en tout cas, quand on légalisera, c'est-à-dire si on légalise, mais plutôt quand, je pense qu'il faut effectivement pas perdre de vue la dimension sociale et pas perdre de vue le fait que Mm. les premières victimes, hein, effectivement, de cette prohibition, c'est finalement ces quartiers qui abritent bah, Mm. les acteurs du trafic. Hein, parce que bon, aujourd'hui, on n'arrête pas de parler des dealers, des problèmes que le trafic cause, mais je pense qu'effectivement, ils sont coupables aux yeux de la société, mais ils sont aussi d'une certaine manière victimes d'un système qu'on a mis en place et il faudra véritablement pas l'oublier quand on va mettre en place cette légalisation, je pense.